Nous ouvrons ici une nouvelle partie du cours consacrée au modèle de risque individuel et collectif. Jusqu'à présent, nous avons surtout étudié la manière d'associer une prime à une variable aléatoire représentant un risque. Nous allons maintenant préciser comment construire cette variable aléatoire à partir des contrats et des sinistres observés. Dans le modèle individuel, on part d'un portefeuille déterminé de contrats. Pour chaque assuré, on décrit directement le montant qu'il pourra coûter pendant la période considérée, puis on additionne ces montants individuels. Dans le modèle collectif, on sépare au contraire deux mécanismes, le nombre de sinistres survenus et le montant de chacun de ces sinistres. Le coût total est alors une somme comportant un nombre aléatoire de termes. Les slides qui suivent portent sur le premier ingrédient du modèle collectif, la distribution du nombre de sinistres. Nous allons rappeler les principales lois discrètes utilisées en assurance non-vie, comprendre le rôle de leurs paramètres, comparer leur dispersion et expliquer comment leurs fonctions génératrices permettent de calculer les moments et, plus tard, la distribution du coût agrégé. Le choix d'une loi de comptage n'est pas neutre. Il détermine notamment la fréquence moyenne, la variabilité du nombre de sinistres et la probabilité d'observer des années exceptionnellement chargées. La loi de Bernoulli décrit l'expérience aléatoire la plus simple. Au cours de la période étudiée, un événement se produit ou ne se produit pas. La variable de comptage ne peut donc prendre que deux valeurs. En assurance, elle peut représenter le fait qu'un contrat produit au moins un sinistre pendant l'année, ou qu'un assuré déclare ou non un type précis de dommage. Le paramètre P est la probabilité de réalisation de l'événement, la probabilité de ne rien observer et donc la probabilité complémentaire. L'espérance de la variable est égale à P. Cette propriété est intuitive. Si l'on observe un très grand nombre de contrats identiques et indépendants, la proportion moyenne de contrats sinistrés se rapproche de P. L'espérance représente ainsi la fréquence moyenne au niveau individuel. La variance est le produit de P par sa probabilité complémentaire. Elle est nulle aux deux extrémités. Lorsque P vaut 0, l'événement ne se produit jamais. Lorsqu'il vaut 1, il se produit toujours. Dans les deux cas, il n'y a aucune incertitude. La variance est maximale lorsque les deux issues sont équiprobables, car c'est alors que l'issue du contrat est la plus difficile à prévoir. La fonction génératrice des moments résume la distribution dans une seule fonction. Pour la loi de Bernoulli, son calcul est immédiat. On fait la moyenne de la transformation exponentielle sur les deux valeurs possibles. Elle sert ensuite à retrouver l'espérance et les moments d'ordre supérieur par dérivation au voisinage de 0. La Bernoulli est surtout une brique élémentaire. Elle convient lorsque chaque contrat ne peut produire qu'un seul événement compté. Si plusieurs sinistres sont possibles pour un même contrat, elle devient insuffisante. En revanche, la somme de plusieurs variables de Bernoulli indépendantes conduit directement à la loi binomiale présentée sur le slide suivant. Cette construction explique pourquoi la Bernoulli est fondamentale dans le modèle de risque individuel. La loi binomiale décrit le nombre de succès obtenus au cours d'un nombre fixé d'expériences de Bernoulli indépendantes, toutes caractérisées par la même probabilité de succès. Dans une application d'assurance, on peut considérer un portefeuille de taille alpha dans lequel chaque contrat produit ou non un sinistre pendant la période. Le nombre total de contrats sinistrés suit alors une loi binomiale, sous les hypothèses d'indépendance et d'homogénéité. Pour obtenir la probabilité d'observer exactement n sinistres, deux éléments interviennent. Il faut d'abord choisir quels sont les n contrats sinistrés parmi l'ensemble des contrats. Le coefficient combinatoire compte le nombre de choix possibles. Pour chacune de ces configurations, la probabilité est obtenue en multipliant les probabilités de sinistre des contrats concernés et les probabilités d'absence de sinistre des autres contrats. Toutes les configurations ayant la même probabilité, on multiplie cette probabilité commune par leur nombre. L'espérance est égale au nombre de contrats multiplié par la probabilité individuelle de sinistre. Cette propriété découle simplement de la linéarité de l'espérance. Le nombre total est une somme d'indicatrices de Bernoulli. La variance est elle aussi la somme des variances individuelles, grâce à l'indépendance.
Elle est donc proportionnelle à la taille du portefeuille et comporte le facteur qui mesure l'incertitude de chaque contrat. La fonction génératrice des moments s'obtient de la même manière. La fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes est le produit de leur fonction génératrice. Comme toutes les variables de Bernoulli ont la même fonction, on obtient une puissance correspondant au nombre de contrats. La loi binomiale possède un support borné. Le nombre de sinistres ne peut pas dépasser la taille du portefeuille. Elle convient donc bien lorsqu'on compte au plus un sinistre par contrat. Sa variance est toujours inférieure à sa moyenne, sauf dans certains régimes limites. Elle ne permet pas de représenter une forte hétérogénéité entre assurés ni des dépendances entre contrats. Dans les grands portefeuilles, lorsque chaque probabilité individuelle est faible, mais que le nombre de contrats est élevé, la loi de Poisson fournit souvent une approximation très utile. La loi de Poisson est la distribution de comptage central en assurance non-vie. Elle décrit un nombre d'événements survenant pendant une période lorsque ces événements sont rares, indépendants et répartis de façon homogène dans le temps. Son paramètre lambda représente directement le nombre moyen de sinistres attendus pendant la période. Si l'unité choisie est l'année, lambda est le taux annuel de sinistralité. La probabilité d'observer un nombre donné de sinistres combine trois éléments: une décroissance exponentielle, une puissance du paramètre et un facteur de normalisation lié au nombre de permutations possibles. Cette forme garantit que la somme de toutes les probabilités vaut 1. Mais le calcul de l'espérance repose sur une astuce d'indexation. Dans la somme définissant le nombre moyen de sinistres, le facteur n se simplifie avec la factorielle présente dans la probabilité. Après avoir décalé l'indice, la somme restante est exactement la somme des probabilités d'une loi de Poisson. Elle vaut donc 1, ce qui laisse seulement le paramètre lambda. Pour la variance, on utilise le moment factoriel d'ordre 2, c'est-à-dire le nombre moyen de couples ordonnés de sinistres distincts. Ce moment vaut le carré de lambda. On reconstitue ensuite le second moment ordinaire en ajoutant l'espérance, puis on retranche le carré de la moyenne. On obtient une propriété caractéristique. La variance est égale à la moyenne. La fonction génératrice des moments est calculée en insérant la transformation exponentielle dans la série des probabilités. Les termes peuvent alors être regroupés pour reconnaître le développement en série d'une fonction exponentielle. On obtient une expression très simple, particulièrement pratique pour étudier les sommes et les modèles composés. L'égalité entre moyenne et variance constitue à la fois une force et une limite. Elle permet une interprétation claire et simplifie les calculs. Mais, dans de nombreux portefeuilles réels, la variance empirique du nombre de sinistres est supérieure à la moyenne. Cette surdispersion peut provenir d'une hétérogénéité non observée, d'une dépendance entre assurés ou de variation du niveau de risque dans le temps. La loi négative binomiale permettra précisément de prendre en compte ce phénomène. Ce slide présente une deuxième méthode pour calculer les moments de la loi de Poisson. Elle repose sur le développement de la fonction génératrice des moments au voisinage de 0. Cette méthode est générale, elle ne dépend pas spécifiquement de la loi de Poisson et pourra être utilisée pour d'autres distributions. Par définition, la fonction génératrice est l'espérance d'une transformation exponentielle de la variable. Or, la fonction exponentielle possède un développement en série. Lorsque l'on remplace son argument par le produit du paramètre t et de la variable aléatoire, puis que l'on prend l'espérance terme à terme, les coefficients successifs font apparaître les moments de la variable. Le terme constant vaut 1. Le coefficient du terme linéaire est l'espérance. Le coefficient du terme quadratique contient le second moment avec un facteur de normalisation. On part ensuite de l'expression explicite de la fonction génératrice de la loi de Poisson. On développe d'abord l'exponentielle interne, puis l'exponentielle externe, en ne conservant que les termes nécessaires jusqu'à l'ordre 2. Après regroupement, le coefficient du terme linéaire est lambda. Le coefficient quadratique contient la somme de lambda et de son carré. On retrouve donc le second moment. En retirant le carré de la moyenne, on obtient à nouveau une variance égale à lambda.
L'intuition de la démarche est que le comportement local de la fonction génératrice, autour de 0, encode toute l'information sur les moments. La première pente donne la moyenne. La courbure fournit le second moment. Les dérivés d'ordre supérieur donnent les moments d'ordre correspondants lorsque ceux-ci existent. Cette approche est souvent plus efficace que le calcul direct par des séries, notamment pour les sommes de variables indépendantes. La fonction génératrice d'une somme est alors un produit ou sa logarithme une somme, ce qui simplifie fortement les dérivations. Elle sera également essentielle dans le modèle collectif. Lorsqu'on combine une distribution du nombre de sinistres et une distribution du montant individuel, la fonction génératrice du coût total s'obtient par composition. Le slide illustre donc un outil de calcul, mais aussi une méthode structurante pour toute la suite du cours. La loi négative binomiale est une distribution de comptage définie sur tous les entiers positifs ou nuls. Elle dépend de deux paramètres, notés ici alpha et p, auxquels on associe souvent la probabilité complémentaire Q. Contrairement à la loi binomiale, son support n'est pas borné. Elle peut donc représenter un nombre arbitrairement grand de sinistres. La formule des probabilités fait intervenir la fonction gamma. Cette fonction prolonge la factorielle aux valeurs positives non nécessairement entières. Lorsque alpha est entier, le rapport de fonction gamma se réduit à un coefficient combinatoire. Mais autoriser alpha à prendre des valeurs réelles positives donne davantage de souplesse pour ajuster la distribution aux données. Selon les conventions utilisées, les paramètres peuvent recevoir plusieurs interprétations. Dans la paramétrisation du slide, l'espérance dépend du produit de alpha par Q divisé par P. La variance possède un facteur supplémentaire égal à l'inverse de P. Comme P est inférieur à 1, la variance est supérieure à la moyenne. Cette propriété est la caractéristique la plus importante de la loi négative binomiale en assurance. Elle permet de modéliser la surdispersion. La fonction génératrice des moments possède une forme en puissance. Elle montre que la distribution peut aussi être vue comme la somme de plusieurs variables géométriques lorsque alpha est entier. Elle facilite le calcul des moments et l'étude des sommes de variables négatives binomiales partageant certains paramètres. Sur le plan actuariel, la loi négative binomiale est adaptée au portefeuille dont les assurés n'ont pas tous le même niveau de risque. Même si les sinistres sont conditionnellement poissoniens pour chaque assuré ou chaque période, le taux de sinistralité peut varier d'un individu à l'autre. Cette hétérogénéité augmente la variabilité globale du nombre de sinistres. La loi négative binomiale fournit une manière simple de représenter cet effet. Le slide suivant donne précisément cette interprétation sous forme de mélange. Le nombre de sinistres suit une loi de Poisson conditionnellement à une intensité aléatoire. Et cette intensité suit une loi gamma. Cette construction explique naturellement la forme de la loi négative binomiale, ainsi que sa moyenne et sa variance. La loi négative binomiale peut être obtenue en supposant que le nombre de sinistres suit une loi de Poisson conditionnellement à une intensité lambda, mais que cette intensité n'est pas fixe. Elle varie aléatoirement d'un assuré, d'un groupe ou d'une période à l'autre, selon une loi gamma. Cette hypothèse possède une interprétation concrète. Chaque risque a, conditionnellement à ses caractéristiques, un comportement poissonien, mais toutes les caractéristiques pertinentes ne sont pas observées. Certains assurés conduisent davantage, certaines zones sont plus exposées, certaines années sont plus dangereuses. La variable latente lambda représente ce niveau de risque non observé. La loi gamma décrit la distribution de cette hétérogénéité dans le portefeuille. Pour obtenir la distribution non conditionnelle du nombre de sinistres, on construit d'abord la loi jointe de deux variables de nature différente. Le nombre de sinistres est discret, tandis que l'intensité est continue. La loi jointe est donc le produit de la probabilité conditionnelle de Poisson et de la densité gamma. On élimine ensuite l'intensité latente en intégrant cette loi jointe sur toutes ces valeurs possibles. Dans l'intégrande, les puissances de lambda se regroupent, tout comme les termes exponentiels. L'intégrale obtenue possède exactement la forme d'une intégrale gamma. On peut donc l'évaluer à l'aide de la définition de la fonction gamma après un changement d'échelle. Le résultat
fait apparaître un rapport de fonction gamma, une puissance d'un premier paramètre et une puissance de son complément. En reparamétrant le taux de la loi gamma, on reconnaît exactement les probabilités de la loi négative binomiale. L'idée centrale de la preuve est donc une marginalisation. On moyenne des lois de Poisson sur une distribution d'intensité. Une loi de Poisson pure suppose que tous les risques partagent le même taux. Le mélange gamma remplace ce taux unique par une population de taux différents. Cette variabilité supplémentaire rend les queues de la distribution plus épaisses et augmente la probabilité d'observer des nombres de sinistres très élevés. La surdispersion n'est pas ajoutée artificiellement. Elle résulte directement de l'hétérogénéité du taux de sinistralité. Une fois la représentation en mélange établie, les moments de la loi négative binomiale s'obtiennent sans avoir à manipuler directement sa série de probabilités. On utilise deux identités fondamentales, la formule de l'espérance totale et la formule de la variance totale. Pour la moyenne, on commence par calculer l'espérance du nombre de sinistres conditionnellement à l'intensité. Comme la loi conditionnelle est une loi de Poisson, cette espérance est simplement égale à l'intensité elle-même. On prend ensuite la moyenne sur la distribution de cette intensité. La moyenne du nombre de sinistres est donc égale à la moyenne de la variable gamma. Après reparamétrisation, on retrouve l'expression annoncée sur le slide précédent. Pour la variance, deux sources d'incertitude doivent être additionnées. La première est la variabilité moyenne du nombre de sinistres lorsque l'intensité est connue. Conditionnellement à lambda, la variance poissonienne est égale à lambda. Sa moyenne contribue donc par la moyenne de l'intensité. La seconde source est la variabilité de l'espérance conditionnelle elle-même. Les différents assurés ou les différentes années n'ont pas le même taux. Cette contribution est égale à la variance de la variable gamma. La variance totale est ainsi la somme d'une composante purement poissonienne et d'une composante d'hétérogénéité. C'est ce second terme qui rend la variance supérieure à la moyenne. Si l'intensité devenait presque constante, sa variance tendrait vers 0 et le modèle se rapprocherait d'une loi de Poisson. Cette décomposition possède une interprétation actuarielle très utile. La première composante représente l'aléa individuel irréductible. Même pour un risque dont le taux est parfaitement connu, le nombre de sinistres reste aléatoire. La seconde représente l'incertitude ou l'hétérogénéité entre niveaux de risque. Dans un modèle tarifaire, une partie de cette hétérogénéité peut être expliquée par des variables observées. La surdispersion résiduelle indique que certaines différences restent non observées ou que le modèle poissonien est trop restrictif. La démarche de preuve illustre l'intérêt du conditionnement. Un modèle marginal relativement complexe devient simple lorsqu'on introduit une variable latente. On effectue d'abord les calculs dans le modèle conditionnel de Poisson, puis on moyenne par rapport à la loi gamma. La première partie du slide compare la dispersion de la loi négative binomiale à celle d'une loi de Poisson ayant la même moyenne. Pour une loi de Poisson, le rapport entre la variance et la moyenne vaut 1. Pour la loi négative binomiale, ce rapport est supérieur à 1. On parle alors de surdispersion. Cette propriété est essentielle en pratique. Si les données présentent une variance nettement plus élevée que la moyenne, un modèle de Poisson sous-estime la fréquence des années très calmes, mais aussi celle des années très chargées. Les intervalles de prévision seront trop étroits, les probabilités de grand nombre de sinistres seront sous-évaluées et le capital nécessaire pourra être mal estimé. La loi négative binomiale corrige ce défaut en ajoutant un paramètre de dispersion. La comparaison découle immédiatement des expressions de la moyenne et de la variance. Le facteur supplémentaire dans la variance est l'inverse du paramètre P. Comme ce paramètre est compris entre 0 et 1, ce facteur est supérieur à 1. Plus P est petit, plus la surdispersion est forte. Dans l'interprétation par mélange, cela correspond à une plus grande variabilité de l'intensité latente. La deuxième partie du slide établit la fonction génératrice des moments. On part de la définition. On multiplie chaque probabilité par la transformation exponentielle correspondant au nombre de sinistres, puis on somme sur toutes les valeurs possibles. Les termes qui dépendent de n peuvent être regroupés
en une seule puissance. On introduit ensuite un facteur de normalisation afin de reconnaître le développement en série généralisée associé à la loi négative binomiale. Cette série se somme sous une forme fermée. Une autre intuition consiste à repartir du mélange poisson-gamma. Conditionnellement à l'intensité, la fonction génératrice est celle d'une loi de Poisson. Il suffit ensuite d'en prendre l'espérance par rapport à la loi gamma. On utilise alors la transformée de la place de la gamma et l'on retrouve la même expression. Cette seconde preuve est souvent plus rapide et montre encore le rôle de la variable latente. La fonction génératrice permet de retrouver les moments par dérivation et d'étudier les sommes de variables. Elle sera également utile pour construire la fonction génératrice du montant agrégé des sinistres. La loi négative binomiale offre ainsi un compromis particulièrement efficace entre interprétation probabiliste, souplesse statistique et facilité de calcul. La loi géométrique présentée ici décrit le nombre d'échecs observés avant le premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes. Avec la convention du slide, la variable peut commencer à 0. 0 signifie que le succès se produit dès la première tentative, signifie qu'il survient après un échec, et ainsi de suite. La probabilité d'observer exactement n échecs est obtenue en multipliant la probabilité d'échec n fois, puis la probabilité de succès final. La décroissance est donc géométrique, ce qui donne son nom à la distribution. Son support est infini, mais les probabilités diminuent exponentiellement avec n. La loi géométrique est un cas particulier de la loi négative binomiale lorsque le paramètre de forme vaut 1. Cette relation est naturelle. La loi négative binomiale peut être interprétée pour un paramètre entier comme le nombre d'échecs avant un certain nombre de succès. Lorsque ce nombre de succès est égal à 1, on retrouve la loi géométrique. L'espérance mesure le nombre moyen d'échecs avant le succès. Elle augmente lorsque la probabilité d'échec augmente et diminue lorsque la probabilité de succès augmente. La variance est supérieure à la moyenne, comme pour toute loi négative binomiale dans cette paramétrisation. La loi est donc surdispersée par rapport à une loi de Poisson de même moyenne. La fonction génératrice des moments s'obtient en sommant une série géométrique. Après avoir regroupé la probabilité d'échec et le facteur exponentiel, on reconnaît une série dont la somme est l'inverse d'un terme linéaire. Les moments peuvent ensuite être obtenus par dérivation au voisinage de 0. Une propriété importante, même si elle n'est pas écrite sur le slide, est l'absence de mémoire. Conditionnellement au fait que le succès n'a pas encore eu lieu après plusieurs tentatives, le nombre d'échecs supplémentaires possède la même distribution qu'au départ. Cette propriété est l'analogue discret de celle de la loi exponentielle. En assurance, la loi géométrique peut intervenir directement comme loi de comptage dans des modèles simples, mais elle est surtout importante comme composante de la loi négative binomiale et comme exemple de distribution à queue plus dispersée que la Poisson. Elle conclut ce rappel des principales lois discrètes avant l'étude des distributions de montants de sinistres.